Dans son dernier ouvrage, Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès, Cabral Libby livre une réflexion approfondie sur les défis actuels du Cameroun et propose une vision pour l'avenir. Nous l'avons rencontré pour une interview exclusive afin d'en savoir plus sur sa démarche, ses propositions et sa vision. Bonjour Cabral. Bonjour à vous, bonjour à vos nombreux téléspectateurs ou cyberspectateurs. Votre livre s'intitule « Ce que j'ai vu ». Que signifie ce titre et comment reflète-t-il votre démarche intellectuelle et politique? Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès, est le titre du second ouvrage ou du deuxième ouvrage que j'ai commis au mois d'août 2024. Il renferme une vision, il renferme un projet de société. La vision, elle est certainement déjà connue de ceux qui nous écoutent. C'est le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Cette vision, nous voulons l'accomplir au travers de deux projets qui sont inscrits sur le manifeste, en tout cas qui sont indexés et qui font la substance du manifeste. Un projet de rupture, puis un projet de progrès. Le projet de rupture, il est articulé à deux choses. D'abord, une rupture avec le néocolonialisme. C'est ça qui nous amène à revoir la forme de l'État, qui nous amène à revoir notre système éducatif, qui nous amène à revenir à nos valeurs africaines. Il y a un chapitre sur l'africanité, qui nous amène à rompre définitivement avec l'absence de souveraineté, donc à recouvrer notre souveraineté. Ça, c'est la rupture avec le néocolonialisme. Mais nous avons également, je vous l'ai dit tout à l'heure, un projet de rupture avec la défaillance de l'État. Il faut absolument que l'État soit restructuré, que l'État soit rénové. D'abord, il faut soigner l'État de la maladie qui le gangrène fondamentalement, c'est la corruption. C'est pour cela que le premier chapitre porte sur l'éradication de la corruption. Mais il faut restructurer l'État. C'est pour cela que nous avons fait un chapitre sur la décentralisation communautaire. Mais il faut aussi rénover l'État. Il faut complètement rénover l'État. Là où nous parlons de réforme des institutions et puis de la fin de la bordélisation de l'État, je vous livre là, en fait, le contenu de l'ouvrage sous forme de synthèse. Et puis je vais aborder le deuxième projet. Je vous ai parlé d'abord du projet de rupture avec et la décolonisation et la défaillance de l'État. Maintenant, un projet de progrès. Le progrès dont on parle est articulé à la deuxième partie de la vision, c'est-à-dire la libération des énergies. Il faut donc libérer les énergies de l'État, libérer les énergies de notre potentiel, à la vérité, de notre potentiel. Et ce potentiel, nous le voyons à deux niveaux. D'abord, le potentiel humain. Il faut libérer les énergies du génie du Camerounais. C'est très important et nous le déclinons dans l'ouvrage, mais également le potentiel de notre nature, parce que nous avons la grâce divine d'être nés sur un sol qui a un potentiel naturel incroyable. Et il faut libérer le génie ou les énergies de ce potentiel. C'est pour cela que dans l'ouvrage, nous travaillons beaucoup sur la transformation structurelle, ou si vous voulez, le multiplicateur industriel. Parce que nous partons du postulat qu'il faut arrêter avec l'idée reçue selon laquelle, parce qu'on a été abondamment et gracieusement fourni par la nature, alors on est riche. Si cette allégation était vraie, un pays comme le Japon, qui n'a pratiquement pas de ressources naturelles, ne serait pas parmi les premières puissances du monde. Mais nous ne deviendrons riches que le jour où nous serons en capacité d'appliquer ce que nous avons d'ailleurs cité un illustre économiste suédois qui a théorisé le multiplicateur industriel, donc il faut passer par là. Donc mis
Tout cela mis ensemble fait donc le Cameroun, in fine, qui protège et qui libère les énergies au travers d'un projet de rupture et d'un projet de progrès. Cette idée de rupture pour être efficace nécessite des propositions concrètes. Vous en formulez plusieurs dans votre livre, notamment concernant la jeunesse. Vous consacrez un chapitre entier à la jeunesse. Quel rôle lui accordez-vous dans votre projet? À la vérité, dans cet ouvrage, nous le disons tout de go. Tout cet ouvrage est écrit pour la jeunesse camerounaise. Tout à l'heure, je vous parlais du potentiel humain. Dois-je rappeler les statistiques du dernier recensement de la population camerounaise? Et nous le rappelons fort à propos dans l'ouvrage, où moins de 10% de la population camerounaise est âgée de plus de 65 ans. Je répète, moins de 10% de la population, je prends par ce bout-là, moins de 10%, je crois que ça tourne autour de 6 ou 7% de la population camerounaise âgée de plus de 65 ans. Ça veut dire que 90% de la population camerounaise est âgée de moins de 65 ans. Nous avons donc une population étrangement et extraordinairement jeune. Donc, en fait, une focalisation spécifique sur la jeunesse. Pour des fins électorales, ça peut toujours se comprendre. Mais en réalité, le projet tout entier que nous avons formulé, le projet de rupture, avec le néocolonialisme, nous l'avons dit tout à l'heure, avec un État passéiste, le projet de progrès au travers du numérique, par exemple, nous accordons dans cet ouvrage des pages, des dizaines de pages sur le numérique. Le numérique, il est dans l'air du temps. Le numérique, ça parle à la jeunesse. Donc, en fait, la création des richesses, c'est le 11e chapitre de l'ouvrage, la création des richesses et des emplois, ce chapitre est à la vérité essentiellement écrit pour la jeunesse camerounaise. Vous soulignez également que la jeunesse ne peut jouer pleinement son rôle sans un système éducatif solide et équitable. Dans votre analyse du système éducatif, quelles sont, selon vous, les réformes prioritaires? D'abord, il faut décoloniser une fois encore. Il faut décoloniser notre système éducatif. Dois-je insister là-dessus? Mais peut-être pour des besoins de compréhension. Ça peut me paraître ennuyeux de le dire comme ça, mais malheureusement, on y est encore. J'aime souvent rappeler que autant nous avons été sous protectorat allemand depuis 1884 et sous la domination franco-britannique à partir de 1916, et que nous avons accédé à l'indépendance à la fin des années 50, si vous voulez, en 1960, autant la première université est née en 1962. Et la question qu'il faut souvent se poser est: pourquoi tous ceux qui nous ont dominés depuis 1884, qui eux étaient des produits des universités dans des pays d'où ils venaient, n'avaient pas créé d'université chez nous? Mais simplement parce que le projet colonial n'était pas éducatif. Le projet colonial était celui de l'exploitation des matières premières, à la vérité. Une fois qu'on a accédé à l'indépendance, nous avons construit un système éducatif de prolongement, donc, de prolongement de la domination coloniale, donc un projet éducatif, un système éducatif néocolonial. C'est un système éducatif qui devait, pour l'essentiel, générer de la ressource humaine camerounaise de remplacement de la ressource humaine coloniale. Et c'est ça qui va créer le mythe du Ngomna. Et pendant des décennies, les familles camerounaises ont privilégié un système éducatif. En tout cas, ils se sont laissés embarquer dans un système éducatif qui devait produire des intellectuels administratifs, mais pas des intellectuels productifs. L'autre illustration dans laquelle chacun d'entre nous peut se retrouver est que pendant longtemps dans notre pays, à la fin de l'école primaire, les premiers de la classe avaient vocation à aller au lycée. Les moyens au CETIC et les moins brillants à la SAR. Alors les moins brillants, ils sortaient de la SAR 2 ans après, maçon, menuisier, et entraient dans la vie active.
ceux qui étaient allés au CETI 4 ans plus tard, munis de leur CAP, le certificat, ce qu'on appelait, ou qu'on appelle d'ailleurs toujours le certificat d'aptitude professionnelle, beaucoup arrêtaient des études parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lycées techniques. Et ils rentraient dans la vie active, que ce soit dans froid et climatisation, génie civil, ainsi de suite. Et puis plus tard, on a créé beaucoup plus de lycées techniques comme c'est le cas aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez, nous sommes en 2024, en train d'aller en 2025, qu'il y a une nette différence aujourd'hui entre un bac d'enseignement général et un bac d'enseignement technique? Où se trouve la différence? Lorsque vous avez un bac A4 allemand, ou un bac A4 espagnol, ou un bac C, ou un bac D aujourd'hui, vous avez 11 universités d'État qui vous attendent, toutes portes ouvertes, ayant chacune une dizaine de filières. Ce n'est donc pas par hasard que des milliers de bacheliers vont se retrouver en faculté de droit ou d'économie ou de géographie ou d'histoire ou l'aide moderne française ou tout ce que vous voulez, parce que la continuation est automatique. Mais lorsqu'au Cameroun aujourd'hui vous avez un bac F4, génie civil, F2, électronique, en fait, vous êtes invité à arrêter des études. Parce que pour continuer, tout au moins dans la filière, dans votre filière de formation, vous devez passer par le filtre du concours qui vous permettra donc d'aller dans une faculté de génie industriel, d'aller à Polytechnique ou à une école de médecine ou ainsi de suite. Alors, pourquoi nous construisons un système éducatif qui restreint les formations pointues, des formations technologiques, des formations techniques? Pourquoi on continue à poser un regard régressif sur les formations techniques et technologiques en privilégiant et en promouvant l'enseignement général? Pourquoi il y a tant de restrictions pour la formation ou la délivrance de diplomation dans des formations techniques pour un pays qui en a fondamentalement besoin? C'est la grande question. Vous comprenez à partir des explications que je donne qu'il faut complètement inverser la tendance. Alors, vous allez me dire que depuis 2009, je crois, ou un peu avant, le Cameroun est rentré dans ce qu'on a appelé le système LMD, licence, master, doctorat. Mais tout cela, ça s'inscrit dans les grandes annonces. La vérité aujourd'hui, c'est que nous sommes à des années-lumière des pays les plus productifs de la planète qui ont compris qu'il fallait, mais véritablement et sérieusement, encourager l'enseignement professionnalisant. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter avec les formations générales et tout le reste. Je suis moi-même un produit de cela. Mais il faut donc, en ce moment-là, et ça, je crois, ça a été lancé au début des années 2000, avec la formation de ce qu'on appelle le conseiller d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. D'ailleurs, je crois, je ne sais plus quelle est l'appellation exacte. Il faut mettre un accent important. Alors, pour répondre plus simplement encore à votre question, on se pose cette question-ci. De quel type de ressources humaines avons-nous besoin pour la soutenabilité de notre projet de rupture, pour la soutenabilité de notre projet de progrès, tel que nous le déclinons dans notre projet de société? Mais nous avons besoin d'une ressource humaine qui passe par un système éducatif, mais complètement et totalement refondé, pour que nous ayons à la sortie de nos écoles des gens qui sont en capacité de créer de la richesse, de créer des emplois pour eux-mêmes et pour d'autres, et donc de transformer notre société. Vous avez vu l'accent que nous mettons sur le multiplicateur industriel. Mais comme je le dis souvent, un compatriote qui vend un sac de manioc de 50 kilos à 50 000 francs sera toujours pauvre. Et c'est le restaurateur qui va acheter ce sac de manioc et qui va le transformer simplement en l'épluchant et en le mettant au feu et en le coupant en cubes, qui vendra le plat de nourriture quelques temps plus tard à 2 000 francs, à 3 000 francs, à 5 000 francs, qui lui sur le sac de manioc de 50 000 obtenu après défrichage, sarclage, plantage et tout ce que je ne sais plus quel est le terme exact, surveillance, lui, il gagnera sur ce sac de 50 000 1 million de francs simplement parce qu'il l'aura transformé pour les besoins de l'alimentation. Parce que éplucher une bouture de manioc, non, ce n'est pas une bouture, une tubercule de manioc, mettre au feu
coupé en lamelles ou en cubes, c'est ça la transformation. Il ne faut pas toujours voir la transformation des usines, de je ne sais quoi. C'est déjà par là que commence la transformation. C'est d'ailleurs pour ça que dans le chapitre consacré à la souveraineté, nous commençons par la souveraineté alimentaire. Je fais peut-être une digression en rapport avec le système éducatif parce que nous avons fait le constat tout simple, hein, même dans ce pays-ci où nous sommes, où nous faisons cette interview, que le premier indicateur de puissance au monde, au sein des États, c'est l'abondance de nourriture. Lorsque vous êtes dans un pays comme le Cameroun, où les gens ont faim, tout simplement, volent parce qu'ils ont faim, détournent de l'argent juste pour nourrir leur famille, lorsqu'on en est encore à chercher la nourriture, lorsqu'on en est encore à consacrer plus de 700 milliards, près de 1000 milliards par an, à importer la nourriture des autres pays, mais on ne peut pas prétendre à la puissance. C'est pour ça que nous disons que si nous voulons faire du Cameroun une puissance, il faut que nous accédions d'abord prioritairement à la souveraineté alimentaire. Donc, pour finir et revenir à votre question, nous décolonisons mais complètement notre système éducatif et nous décolonisons complètement, nous changeons complètement le parcours de l'apprenant au Cameroun. Mais évidemment, dans cet ouvrage, nous consacrons des développements sur, évidemment, l'orientation, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons consacré des développements à la question du livre, parce que, figurez-vous qu'au Cameroun, on en est encore là. L'accès au livre relève encore du luxe, que ce soit le livre physique, que ce soit le livre numérique. Lorsqu'on est encore dans un système où Internet est du luxe, mais non, on ne peut pas avoir un système éducatif performant. Mais parler du système éducatif, c'est aussi revoir le cadre de formation même de l'apprenant. Ah oui, si nous continuons à former tel que nous les formons dans des cadres mais absolument impropres et pléthoriques, vous avez certainement été mis au courant de la passe d'armes entre un maire RDPC, le maire de Ngoumou et le ministre des enseignements secondaires sur le cadre Monsieur Jean-Baptiste Atemengue, qui, dans une sortie publique, a dit ce que tout le monde sait. Il a déploré le cadre mais absolument moyenâgeux dans lequel nos élèves sont encore formés au Cameroun. Mais il faut absolument sortir de là. Des salles de classe avec des élèves de 100, avec des effectifs de 100 élèves, à partir du primaire, avec des maîtresses mais complètement dépassées. Mais ça, c'est des choses que nous vivons. C'est ça qui fait qu'actuellement au Cameroun, pratiquement tous les compatriotes de la classe moyenne ont tendance à envoyer leurs enfants dans le privé. Notamment à l'école primaire. Je vais vous dire un truc qui va vous faire rire. Je dis toujours, sortez au Cameroun, mettez-vous au bord de la rue au Cameroun à 15 h, au moment de la sortie des classes. Observez les élèves qui viennent du primaire. Si vous voyez un élève complètement sale, la craie de la tête aux pieds, le sac déchiré, une chaussure perdue, ne vous posez pas de questions, il sort d'une école publique. Mais vous voyez un élève tout propre, chaque sac bien juché au dos, la gourde bien positionnée, il sort d'une école privée. Et il y a un foisonnement incroyable d'écoles privées aujourd'hui avec de très beaux noms, les Minoret, les Colibris, tout ce que vous voulez. Et les agents publics, parfois même les enseignants du secteur public, eux-mêmes vont inscrire leurs enfants dans le privé parce que le cadre est plus approprié, parce que les effectifs sont plus raisonnables et les enseignants sont mieux traités. Donc il faut revoir, et là je fais donc la transition avec la situation de l'enseignant. Vous avez tous été au courant du mouvement, on a trop souffert, on a trop supporté. Mais ce mouvement honteux parce qu'en fait notre pays devrait en avoir honte, a simplement mis au goût du jour le marasme et le sinistre dans lesquels se trouvent les enseignants camerounais. Que ce soit, je parle du public, et d'ailleurs un peu du privé, que ce soit au niveau du primaire ou au niveau du secondaire. Là encore, il faut revoir complètement la situation de l'enseignant, c'est-à-dire il faut une rémunération qui le mette au-dessus du besoin minimum social, qui le sorte du stress. Il faut le mettre dans un cadre de travail approprié avec le matériel didactique qu'il faut. Nous sommes rendus à la fin de l'année au Cameroun. Est-ce que vous savez que dans des centaines d'écoles primaires au Cameroun, il n'y a toujours pas de paquet minimum? Il faut mettre les enseignants dans des conditions de formation appropriées. Il faut même aussi les mettre dans des conditions sécures. Devrais-je vous rappeler que les enseignants sont aujourd'hui bastonnés, poignardés, agressés par des élèves? Et puis, il faut revoir même la motivation en termes de carrière des enseignants.
Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, un gars qui sort de l'école normale, il y a 3 ou 4 ans, se retrouve proviseur du lycée où il a eu le bac, effectivement, je ne sais pas, 6 ou 7 ans plus tôt, retrouvant même d'ailleurs ses enseignants dont il est devenu désormais le supérieur hiérarchique. C'est démotivant. Tout cela parce qu'on ne respecte pas ce qu'on appelle dans le décret qui porte statut de l'enseignant, ce qu'on appelle le tableau adéquation. À la vérité, lorsque un jeune enseignant est sorti d'école, il doit consacrer au moins les 10 premières années de sa vie à délivrer des enseignements, puis il va rentrer dans un cycle de promotion ou de progression de carrière, de façon automatique. Au bout d'un certain temps, il est responsable, je ne sais pas trop quoi, surveillant général. Au bout d'un certain temps, il est censeur ou directeur d'école, ainsi de suite. Et là, ça fait plus équitable. Mais lorsque nous sommes dans des systèmes où on ne respecte pas cette équité, ben ça pose problème. Ce d'autant, et c'est peut-être, je pourrais m'étaler là-dessus pendant des heures, mais revenons sur quelque chose de très simple, qui pourrait aussi rentrer dans la motivation. Lorsque vous sortez d'école, de l'école normale de Yaoundé, de Maroua ou que sais-je encore, et lorsqu'on vous affecte dans l'arrière-pays, où vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'internet, vous n'avez rien du tout, même pas de signal de télévision, comment voulez-vous que nous puissions avancer comme cela? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer au Cameroun des primes de motivation, par exemple pour les enseignants en début de carrière, qui sont amenés par exemple à se retrouver dans des zones d'éducation difficiles? Et même, vraiment je sors par là, on a parlé de la révolution du numérique tout à l'heure. Au Cameroun, je l'ai dit, Internet est un luxe. Nous avons monopolisé la question d'Internet, notamment la fibre optique, avec une entreprise d'État qui est incapable de fournir un service attendu, le service attendu et approprié. Qu'est-ce qui explique qu'au même moment, alors que la technologie a évolué ailleurs, que l'on interdise par exemple Starlink, qui permet aujourd'hui, je parle de l'entreprise d'Elon Musk, qui permet aujourd'hui avec un kit d'avoir Internet très haut débit au-dessus de son toit et partout sur la planète. Pourquoi on le fait? Vous comprenez donc qu'il y a une sorte de projet pour maintenir les Camerounais dans la caverne, pour maintenir les Camerounais dans une situation d'attardé alors que le monde évolue. C'est pour cela qu'il y a absolument besoin qu'au Cameroun, ça change. Cabral Liby, nous avons parlé de l'inspiration, de ce qui a pu vous inspirer dans votre dernier ouvrage, Ce que j'ai vu. Nous avons parlé des thèmes principaux donc abordés dans votre livre, votre vision politique. Mais Cabral Liby, venons donc ici à votre engagement personnel. Qu'est-ce qui vous motive à continuer votre engagement politique malgré tous ces défis? Ce qui me motive à continuer, c'est ce qui m'a motivé à commencer, tout simplement. Et je l'ai dit à maintes reprises. Je me sens la responsabilité de continuateur de quelque chose. Vous savez, nous naissons tous, chacun dans son cadre, avec ses aptitudes, avec son appel personnel. Moi, je crois que dès ma naissance, j'ai reçu un appel. Celui de continuer une œuvre. Le sort ou Dieu a voulu que je sois le descendant d'une famille de nationalistes. Donc, le grand-père, le père à mon père, était indépendantiste. Il y a laissé sa vie. Son premier fils était indépendantiste. Il y a laissé sa vie. Son deuxième fils était indépendantiste. Il y a laissé sa vie. Mon propre père, qui lui était fonctionnaire, enseignant, a fait la prison sous le régime autoritaire et parce que, dit-on, il avait une liberté de ton et d'esprit prononcée, il a fini sa carrière comme fonctionnaire de brousse, donc allant de village en village, de zone enclavée en zone enclavée. La seule fois qu'il a été amené à servir son pays, on peut dire dans une ville, disons, à peu près normale, qui est la ville de San Mélima, un célèbre prisonnier de l'opération Épervier, qui à l'époque était un jeune homme d'affaires et qui avait gagné le marché de construction du lycée bilingue, était venu le voir et lui a dit partageons-nous l'argent, c'est pas la peine de construire comme les maquettes le disent. Et mon père a commis la maladresse de le jeter hors de son bureau comme malpropre en lui disant de ne plus jamais y mettre les pieds.
Et le gars, ou le gamin, comme mon père l'appelait à l'époque, sortant de son bureau, lui a dit, ben tiens, comme je repars à Yaoundé là, vous ne serez plus là. Et quelques temps après, on l'a relevé de ses fonctions et il se retrouvait affecté dans une zone du pays où il a fallu acheter la carte pour qu'on puisse retrouver où était son lieu de service. La voiture s'arrêtait à 15 km. Mais ça n'a pas empêché qu'il arrive là-bas. Il était le deuxième fonctionnaire après le commandant de brigade. Il allait chercher les élèves de maison en maison. Et à sa retraite, j'ai été très ému de voir que ces élèves-là, qu'il était allé sortir des maisons de leur père parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école et dont il s'est occupé gratuitement, hébergeant certains que j'ai connus et qui sont comme mes frères aujourd'hui. Ils sont allés lui rendre hommage avant sa mort. Donc, vous savez, je vous raconte là, je parle peut-être de ma vie, mais vous avez dit c'est une séquence qui me concerne. Je crois que tout cela mis ensemble constitue le ferment de ma motivation. Donc, je crois qu'on doit construire un Cameroun différent. Je crois que nous devons construire un Cameroun équitable. Je crois qu'on doit construire un Cameroun dont nous serons ou serions tous fiers. Je crois que nous devons nous battre pour laisser à nos enfants, à notre progéniture, à nos descendants, un Cameroun qui fera de nous des sujets de fierté pour eux. C'est donc un appel personnel, c'est un engagement personnel. Je sais pourquoi vous me posez la question, parce que c'est beaucoup de sacrifices. Hein. Ça m'a coûté des années d'études, ça m'a coûté quelques jours de liberté parfois, comme c'était le cas en 2011. Ça m'a coûté dans ma carrière professionnelle, relever de mes fonctions moi-même des fois. Écoutez, tout cela, je considère, peut-être moi je le gère mieux parce que je suis effectivement issu d'une famille où les gens, mes ascendants l'ont géré comme ça. Donc je me sens une responsabilité, je me sens un appel. Et puis deuxième élément de motivation, parce que tout ce que je viens de vous raconter là, c'est bien beau, mais c'est strictement personnel. Mais si malgré tout ça, vous vous engagez en politique et que personne ne vous écoute, et que personne ne vous suit, et que personne ne vous accompagne, ben, vous allez vous décourager. Donc j'ai la grâce, vraiment la grâce, dès mon entrée dans l'espace public et puis en politique, d'avoir fait la rencontre d'hommes, de femmes extraordinairement engagés, d'ailleurs des fois plus engagés que moi. Donc malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré d'ailleurs la médisance et même la désinformation à mon sujet, qu'est-ce qu'on n'a pas souvent dit de moi? Mais souvent, lorsque vous avez le parcours que j'ai, c'est aussi facile de mentir à votre sujet. Vous savez, si le descendant d'un président ou le fils d'un ministre rentre en politique, personne ne le soupçonnera d'y être entré parce qu'il veut manger ou parce qu'il cherche de l'argent. Mais lorsque, dans mon cas, vous êtes de famille modeste, de pères modestement fonctionnaires, et sortant du cadre duquel je suis sorti, tout le monde m'a vu, avant d'entrer en politique, faire les débats à la télé comme tout le monde, me rappelant d'ailleurs parfois la couleur de la même veste que je portais, et que vous vous projetez avec des ambitions, d'aucuns diraient démesurées, comme celle que j'ai affichée depuis 2018, on se dit non, il y a Anguille sous roche, hein. Il ne peut pas le faire. Donc s'il se lève, c'est qu'il y a forcément des mains cachées derrière lui, et peut-être même qu'il est simplement manipulé par le pouvoir pour faire obstacle à ceux qui, eux, aux yeux de beaucoup, répondent au portrait robot de l'opposant qualifié. Parce que, vous savez, jusqu'à un passé très récent, on pensait que le bon opposant, c'est celui qui est déjà un peu vieux, qui a eu le temps parfois de servir le régime pendant sa jeunesse, pendant sa carrière, et qui a fini de construire sa maison, envoyer ses enfants à l'étranger, et qui a même un peu d'argent en banque. Et là, lui, il peut faire la politique. Ben, heureusement, je rends grâce à Dieu que Diomaye Faye, son excellence Diomaye Faye a été élu au Sénégal et que, bon, tout le monde sait qu'il a fait ses études primaires, on sait où, dans son village. Il a eu le bac, il est allé à l'ENA de Dakar, il est sorti de là, il a été affecté comme fonctionnaire des impôts, je crois, à Ziguinchor. Il est sorti de son bureau, peut-être pas exactement, disons de la prison, pour arriver à la présidence de la République. On est donc sorti enfin, tout au moins dans l'espace francophone, du schéma des chefs d'État, anciens ministres, anciens DG, anciens ceci ou anciens cela ou anciens fonctionnaires internationaux. On est aussi sorti du schéma de jeunes présidents putschistes. On est enfin entré dans l'ère de présidents visionnaires, portés par le peuple. Et j'espère qu'on va aussi sortir du schéma de l'opposant ou de l'homme politique riche préalablement. Parce que même les élections qui viennent de se dérouler aux États-Unis nous rappellent
que ce n'est pas avec son argent que le milliardaire Donald Trump a gagné les élections, mais bien avec l'argent de ses soutiens comme Elon Musk et d'autres donateurs de toute nature. Donc, une fois encore, c'est le dernier segment, enfin, j'en finis avec votre question. Je crois que, au-delà de ma motivation personnelle qui vient de mes origines, de mes engagements, de mes convictions personnelles, j'ai rencontré des gens incroyables, d'abord des tuteurs incroyables. Hein. Moi, je suis entré en politique et ça peut paraître étonnant. Aux côtés d'un homme, Chief Mila Asuteyi s'appelle, qui était membre du comité central du RDPC, qui a démissionné en 2004, qui a été candidat à l'élection présidentielle, mais qu'on a disqualifié en ayant retiré une pièce de son dossier, la déclaration sur l'honneur, si je me rappelle bien. D'ailleurs, le haut magistrat qui avait commis ce forfait est sans cesse récompensé jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était une bête politique. Il était d'un courage extraordinaire et j'ai eu la grâce de faire mes premiers pas en politique aux côtés de cet homme qui venait juste de démissionner du RDPC. J'ai rencontré des gens incroyables comme mon patron, je le dis souvent à l'université, le professeur Jean Tabimanga, ou des femmes remarquables comme Pauline Billon, aux côtés de qui j'ai beaucoup appris. Et puis j'ai rencontré des hommes et des femmes qui font des sacrifices financiers, physiques, personnels, matériels incroyables pour que nous puissions continuer. Tout cela mis ensemble me laisse penser qu'on y arrivera. Votre livre aborde la question du développement économique. Quelles sont vos solutions? Ah ben, je l'ai dit, je l'ai brossé un peu tout à l'heure. Nous avons un chapitre qui porte pratiquement sur 100 pages, qui est intitulé « La libération des richesses et des emplois ». Et nous travaillons sur un certain nombre de segments, parce que à partir desquels nous démontrons comment nous allons libérer la richesse et des emplois. Nous l'avons dit tout à l'heure, le premier, c'est le multiplicateur industriel. Il faut absolument que nous entrions au Cameroun dans ce que j'appelle la frénésie de la transformation. Il faut arrêter de croire que nous sommes ou serons riches simplement parce que nous avons des matières premières. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait un parallèle avec un pays comme le Japon. Tout notre système éducatif, tout notre système économique doit être articulé autour de la transformation. Nous avons également un autre point sur lequel nous insistons, la propriété. La propriété. Il faut que nous développions la culture de la propriété. Qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce que j'ai créé et que je possède? C'est d'ailleurs pour cela, c'est peut-être une digression, que nous parlons des énergies qu'on peut libérer sur la réforme de la politique foncière au Cameroun. Donc la propriété foncière. Parce que nous sommes dans un pays où nous sommes encore dans le prolongement de ce que le colon avait mis en place. Vous savez, lui, lorsqu'il est arrivé, il avait un objectif d'accaparement à atteindre. Donc il a mis en place ce qu'on appelle le domaine national. Où on a dit, du jour au lendemain, toutes les terres appartiennent à l'État. Mais l'État, c'était qui? C'était le colon. Ça date des années 30, hein, tout ce que je vous dis là. Et nous avons perpétué ça aujourd'hui. Pourtant, moi qui ai fait le droit, on nous a appris les sources du droit. La loi, les traités, la jurisprudence, la coutume. En d'autres termes, si je suis propriétaire coutumier des terres, je n'ai pas besoin d'un additif juridique. Pour la consécration de ma propriété. C'est pour cela que je dis, avant même d'écrire ce livre, depuis 2018, à la campagne présidentielle de 2018, je dis que nous devons rentrer dans la gratuité du titre foncier. Non seulement gratuité du titre foncier, mais aussi sécurisation du titre foncier. Parce que dès que vous devenez propriétaire des terres, si jamais j'ai arrivé au pouvoir par la grâce de Dieu et la volonté du peuple que je le faisais, un autre problème va se poser derrière. Comment on investit sur ces terres? Mais pour investir sur des terres, il faut de l'argent. Mais cet argent, on ne peut le trouver que dans les banques. Parce que le crédit est aussi un processus de création monétaire. Pour ceux qui s'intéressent aux questions monétaires, ils le savent. Mais pour que nos banques puissent prêter, vous voyez comment tout cela se construit. Il leur faut des garanties. L'une des garanties, c'est donc le titre foncier. Mais si on continue avec ce que nous vivons actuellement au Cameroun,
où la meilleure garantie que nous ayons dans notre système économique est le titre foncier, mais que ce titre foncier, tous les jours aujourd'hui au Cameroun, est annulé. Alors qu'on nous a appris à l'école que le titre foncier est inattaquable, intangible et tout ce que vous voulez. Mais lorsqu'on annule des titres fonciers, est-ce que celui qui les annule, c'est que parfois ces titres fonciers sont en garantie dans des banques? Et que derrière ces garanties, il y a des transactions financières. Qu'est-ce que tout cela devient lorsque dans un pays, même le titre foncier n'a plus de valeur? Ça, c'est donc la question de la propriété. Parce que derrière la propriété, il y a la créativité. Mais vous avez aussi des secteurs comme la question du numérique. Est-ce que les gens s'imaginent aujourd'hui à côté de quoi nous passons? Parce que nous n'optimisons pas le numérique. Mais l'optimisation du numérique veut dire disposition d'Internet, disponibilité d'Internet. Mais disponibilité d'Internet veut aussi dire souveraineté numérique. Nous en sommes encore à des pays où, lorsque je vous envoie un message WhatsApp, il transite par la France avant d'arriver chez nous. Et nous démontrons dans cet ouvrage comment on peut sortir de ce système. Parce que malheureusement, derrière tout ça, nous sommes contrôlés. Nous démontrons dans cet ouvrage comment nous pouvons démocratiser le satellite. Tout à l'heure, nous parlions d'Elon Musk. Mais vous savez que le Sénégal, à peine arrivé au pouvoir, est déjà en train d'avancer. Diomaye Faye est en train d'avancer là-dessus, mais il faut reconnaître que ça avait été entamé, ce programme spatial, par Macky Sall. Beaucoup de pays, les pays d'Afrique du Nord, sont très avancés sur cette question. Donc, vous avez la question du numérique, vous avez la question des services. Les services, mon Dieu. Nous avons, là je vous ai parlé du multiplicateur industriel, mais vous savez des pays comme le Rwanda sont aujourd'hui devenus des références et des modèles dans le monde seulement en développant des services. Faites un tour dans des pays comme la Tunisie. Vous verrez comment, d'ailleurs c'est devenu un lieu de tourisme médical par exemple. Là je parle du service médical. Mais tous les autres services, que ce soit dans le transport, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans le commerce, eh bien là encore un autre point, l'amélioration du climat des affaires, la bourse. Mais comment aujourd'hui on peut vouloir un pays développé, un pays riche, créateur de richesse, si chaque fois que vous lisez les rapports du patronat camerounais, on vous rappelle que nous sommes sous la pesanteur de la corruption, de la bureaucratie. On ne peut pas y arriver. Mais il faut également revoir la politique fiscale. Et nous disons dans notre ouvrage comment nous revoyons la politique fiscale. Mais il faut même revoir la forme de l'État. Là encore, nous revenons à la décentralisation communautaire parce qu'il faut autonomiser les entités d'un pays pour libérer les énergies. Et puis vous avez, pêle-mêle, je peux revenir sur d'autres aspects encore qui sont développés dans l'ouvrage. Nous terminons dans le chapitre 11 lié à la libération des richesses et des emplois sur la diaspora, puisque nous y sommes d'ailleurs. Et nous disons dans cet ouvrage, le regard que nous nous posons sur la diaspora, ce n'est pas un regard électoral. La diaspora ne vote pas vraiment. Il y avait 33 ambassades en 2018. On a voté dans 33 ambassades. Il y avait à peine 23 000 inscrits dans les 33 pays. Donc, et même ailleurs, dans d'autres pays où la diaspora vote, sans encombre, parce que je sais qu'au niveau du Cameroun, on vient de compliquer les inscriptions sur les listes électorales dans la diaspora. C'est pas très étonnant, hein. On va peut-être en reparler. Moi, je sais que ceux qui nous gouvernent ont une peur bleue d'une seule chose. C'est que le Camerounais se réveille et participe à l'élection effectivement. Et Dieu merci, on a observé un frémissement depuis l'an dernier. Et c'est aussi pour ça, c'est une digression que je fais, que subitement on découvre de nouvelles choses au Cameroun. Des gens qui n'apparaissent pas sur les listes électorales pour défaut d'empreinte. Ça, c'est quand même une nouveauté désormais au Cameroun. Peut-être que tout cela s'inscrit. On est déjà en train de purger les listes électorales parce qu'on ne veut pas que la participation électorale se massifie. Mais pour revenir à la diaspora, je vous ai dit, je faisais qu'une digression. Vous vous rendez compte que la diaspora est un véritable levier économique, au moins à deux titres. Quantité et qualité. Les chiffres officiels qui nous ont été donnés à l'Assemblée nationale il y a 3 ans faisaient état de ce qu'il y avait plus de 5 millions de Camerounais établis à l'étranger. Je vous assure, faites-en une étude. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui peuvent se prévaloir quantitativement de ce type de volume de sa diaspora. Mais ça ne s'arrête pas à la quantité. Nous avons une diaspora qualitativement efficace qui fait ses preuves partout, y compris dans les domaines les plus pointus. Et cette diaspora ne demande qu'à revenir. Tout à l'heure, lorsque je parlais des services, j'ai évoqué le tourisme et nous travaillons beaucoup là-dessus. Il y a quelques semaines, j'avais participé à un salon international du tourisme en France.
Et le pavillon Cameroun, évidemment, est resté étrangement vide. J'étais même pratiquement le seul Camerounais là-bas. Enfin, lorsqu'on me voit invité à la prestation de serment du président sénégalais, du président mauritanien, on se demande comment il est arrivé là-bas. Mais lorsque je me retrouve tout seul, dans un pavillon Cameroun abandonné, dans un salon international du tourisme, là, personne ne me pose la question. Et là, j'ai découvert et rencontré de jeunes Camerounais, porteurs de projets incroyables, qui font leurs preuves partout sur la planète, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, et qui ont maintes fois essayé de les implémenter au Cameroun, rien du tout. Comment on va donc se développer en ne sachant pas tirer profit d'une diaspora autant qualifiée, dans autant de domaines, dont certains même d'ailleurs n'ont même pas encore de filière de formation au Cameroun, et qui ne demandent qu'à rentrer dans leur pays et le transformer? Comment on ne peut pas saisir l'opportunité que nous offrent des millions de gens qui, établis à l'étranger, ayant gagné la confiance des gens à l'étranger, ont une seule soif, de ramener des gens, des investisseurs dans leur pays, mais tout cela se bloque. On a beau proposer par exemple un guichet diaspora pour permettre à nos compatriotes qui viennent avec des gens de pouvoir investir au Cameroun en échappant aux fourches codines de la corruption bureaucratique. Mais parfois, ils volent nos idées, hein. Ils font de grandes annonces, mais derrière, il n'y a jamais rien de bon. Donc, tout cela mis ensemble, et là, je n'ai même pas abordé la question monétaire. Parce que, vous dites, et là, nous l'abordons clairement sur le chapitre lié à notre souveraineté. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi cette question est taboue. Et nous disons, nous passons en vue les 4 principes du CFA dans cet ouvrage. Et nous démontons, je ne dis même pas démontrons, nous démontons principe par principe. Et nous arrivons à la conclusion, j'ai envie de dire banale, depuis Tchenjiang Pouemi, que si nous voulons être indépendants, évidemment que nous devons accéder à notre souveraineté monétaire. Mais il faut la penser. Parce que la question de la souveraineté monétaire, il faut faire la différence selon qu'elle est abordée par les activistes. Ils sont dans leur rôle, c'est la division du travail. Et par un politique sérieux qui ne veut pas mettre son pays à difficulté. Mais nous disons là-dedans et nous faisons même des propositions toutes simples. On peut ne pas sortir de la CEMAC parce qu'il n'est pas de notre intérêt de sortir de la CEMAC. En revanche, on peut très bien sortir de l'UMAC, l'Union monétaire d'Afrique centrale. Et pourquoi ? Ça ne fera même ni l'objet d'un séisme ni l'objet d'un scandale. Dans cet ouvrage, nous disons qu'il y a un pays auquel il faut s'intéresser et qui n'est pas très loin de celui où nous nous trouvons là, c'est la Suisse. Ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui sont là, qui sont allés en Suisse, ils savent que si vous entrez en Suisse, vous entrez avec l'euro. Vous pouvez vivre en Suisse tout votre séjour avec les euros. Vous faites des emplettes en euros, vous payez tout ce que vous voulez en euros, mais à chaque fois vous êtes remboursé en francs suisses. On est donc dans un système de binarisation monétaire, ce qui n'est donc pas loin sur le principe, même s'il y a des nuances, avec ce que propose quelqu'un comme Dieudonné Somba. D'ailleurs, nous faisons une étude comparative là-dessus dans l'ouvrage. Donc on peut très bien laisser le CFA circuler au Cameroun par ceux qui viennent des autres pays CFA, mais ils se feront rembourser et feront leurs transactions, mais se feront rembourser ou payer en monnaie locale. Donc en monnaie souveraine. Donc on peut très bien y arriver sans qu'il y ait séisme. Et cela, excusez-moi, mais ça n'a même rien à voir avec la France. Parce qu'on est toujours dans la perpétuation de ces idées reçues. Oui, ça existait à une époque où un pays, la France, c'est d'ailleurs toute la différence avec la partie anglophone, a, bien après l'indépendance, continué une politique d'influence. Mais c'est terminé aujourd'hui. Terminé pour de multiples raisons, mais l'une des principales, c'est que des personnes comme moi qui aspirent aujourd'hui à diriger leur pays ne sont pas des produits français ni d'une façon ou d'une autre. Je crois que tout ce que nous avons en commun, c'est cette langue que nous parlons. D'ailleurs, dans cet ouvrage, nous parlons de la souveraineté. Nous parlons de la souveraineté linguistique aussi. Nous abordons la question. Donc, il y a des pays qui sont sortis du CFA et qui aujourd'hui entretiennent plus de rapports économiques avec la France que nous. Mais allez en Tunisie, allez au Maroc. C'est des pays qui étaient aussi dans la zone franc, qui en sont sortis. Et on n'a vu ni coup d'État, ni malheur, ni désastre, ni quoi que ce soit. Mais on construit, fait des épouvantails autour de ces questions. Eh bien nous démystifions tout cela dans cet ouvrage. Mais je vous dis tout cela comme ça en essuie-glace pour que vous ayez un aperçu de notre projet économique. On aurait pu continuer assez longtemps. Malheureusement, on va s'arrêter là. Un dernier message pour les lecteurs de votre livre, M. Kamral. Au-delà même peut-être des lecteurs du livre, parce que ce qui importe, c'est le changement au Cameroun l'an prochain. Mais c'est aussi la paix. C'est aussi la paix.
Parce que malheureusement, les gens continuent à mourir dans une partie du Cameroun qui est la partie anglophone. Et dans cet ouvrage, d'ailleurs, nous faisons des propositions claires là-dessus sur la réforme de l'État. C'est pour ça que nous parlons de fédéralisme, du fédéralisme des communautés. Et j'ai envie de dire que bien avant même qu'on arrive aux élections, si on veut la paix, il faut savoir que toutes les guerres du monde se terminent par des accords de paix. Il y a eu un premier grand dialogue national, on peut en avoir un deuxième, un troisième ou un quatrième. Mais il faut également que les gens comprennent dans cette partie du pays qu'il faut qu'ils participent. Parce que le Cameroun nouveau que nous voulons bâtir, ben on est bien obligé de passer par des élections. Ce n'est pas en versant des tonnes de litres de sang qu'on y arrivera. Et une fois que je l'ai dit, je dis également à ceux qui sont en train de nous écouter que dès le 1er janvier prochain au Cameroun, on pourra encore s'inscrire sur les listes électorales. Ça va durer à peine 6 mois. Parce que l'élection présidentielle au Cameroun, constitutionnellement, ne peut ni être repoussée, ni être anticipée. Et que, faisant les calculs, tout simplement, l'élection a lieu 20 jours au moins, 40 jours au plus, avant l'expiration du mandat. Le président Biya a prêté serment le 6 novembre. Donc l'élection ne peut avoir lieu que 20 jours. Au plus tard, 20 jours avant le 6 novembre 2025 ou au plus tôt, 40 jours avant le 6 novembre 2025. Donc vous pouvez vous-même faire le calcul. Le corps électoral est convoqué 3 mois avant. Donc le dernier jour où l'élection peut se tenir en 2025, c'est le 18 octobre 2025. Et comme ça ne tombe pas un dimanche et que le président Biya a l'habitude depuis qu'il est au pouvoir de ne faire les élections que le dimanche, le dernier dimanche, donc, où il peut le faire, c'est le 12 octobre. Et il l'a toujours fait les derniers dimanches. Ça pourrait ne pas être cela sur 1 ou 2 jours. Mais une fois que ça tombe en octobre, sachez que le corps électoral sera convoqué au plus tôt, fin juin, au plus tard, mi-juillet. Donc, on aura, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on a environ 6 mois pour s'inscrire sur les listes électorales. Et le chiffre de 11 millions peut être atteint. Et j'appelle les compatriotes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Tout ce qu'on veut faire après les élections, tous les autres schémas que les gens imaginent, même le schéma insurrectionnel, ne peuvent même être efficaces que si le schéma électoral a d'abord été réalisé. Donc, première chose, arrêtons de trouver des sauf-conduits, des prétextes de fuite en avant. Ce que nous devons courageusement embrasser, c'est l'élection. Participons massivement, surveillons le vote. Choisissez le candidat de votre choix. Moi, je propose une offre de politique de société. Ça pourrait ne pas vous convaincre, mais choisissez celui qui vous aura convaincu. Ça pourrait même ne pas être moi, parce que je précise que je suis toujours dans des dispositions de coaliser avec d'autres candidats. Et si jamais dans ce processus de coalition, ce n'est pas moi qui suis choisi, je me mettrai volontiers derrière celui qui aura été choisi. Mais ce qui comptera au bout de tout cela, ce n'est pas ce que j'aurais raconté pendant cette émission, mais c'est votre implication personnelle, vous, hommes et femmes camerounais qui me regardez en ce moment. C'était vraiment inspirant de voir Cabral Libby qui a su se démarquer et devenir une figure politique emblématique pour la jeunesse camerounaise. Sa vision pour un Cameroun pacifique et prospère ainsi que son engagement pour un développement démocratique durable sont les éléments qui résonnent avec beaucoup de gens. Merci Cabral Libby. Merci à vous.